un comédien, un incroyable passeur de littérature, quelqu'un qui a mis sa vie, et on ne finit pas de le découvrir en le lisant, car il s'est mis à écrire aussi, qui a mis sa vie donc sous le signe de la littérature. Céline, Rimbaud, La Fontaine, Barthes, Chrétien de Troyes, il les lit, il les dit, il les vit, et il les fait vivre, et on entend les adolescents et les adolescentes aux anges dire à leurs parents, aux anges aussi, à la fin de ces spectacles, tandis que la salle applaudit à tout rompre, que les gens sont debout. On a trop de chance. C'est tellement merveilleux, ça donne envie de lire, de vivre. Merci papa, merci maman de m'avoir emmené. Il se passe un truc, comme on dit. Quelque chose comme ce que nous faisaient les bons profs qu'on a eus, érudits et showmen. Quelque chose comme un mécanisme de transmission qui se remet en marche, un bon goût de la langue, des textes, un bon goût de la vie, aussi qu'ils infusaient en nous, et qui ne nous quitte ensuite plus jamais. Bonjour Fabrice Lucchini. Bonjour. Bienvenue dans le temps des écrivains. Vous publiez un livre, le titre c'est Comédie française, c'est chez Flammarion, c'est gorgé de littérature jusqu'à la gueule, et pourtant vous tenez à le dire, je ne suis pas un écrivain. Vous êtes quoi alors ? En tout cas, non, j'ai pas d'ambition, j'ai pas fait un objet littéraire. J'ai fait un exercice d'admiration que j'alterne avec un petit journal où je mêle Lopez, Terre inconnue, après du Nietzsche. J'alterne un peu comme dans mes spectacles la question de l'exécution d'Arthur Rimbaud, mais au bout de 10 minutes, c'est bien aussi de parler de David Pujadas parlant de son 20 heures, parce que ça me fait du bien de... Je n'ai pas l'arrogance de penser que je suis dans les cimes. Je suis pas dans Nietzsche toute la journée. Je le lis déjà beaucoup. Mais après, un bon Nietzsche, tu te tapes, je sais pas moi, une terre inconnue. Ça te remet avec tes semblables. Alors évidemment, tes semblables te poussent à être très sciorant, mais c'est fascinant. Rimbaud disait, je m'habituais à l'hallucination simple. Regarder la télévision, par moment, te met dans un état d'abord de découvrir tes semblables. Moi, je suis quelqu'un qui est assez seul. Je vois peu de gens. Je ne suis pas mondain, pas par supériorité, mais par impossibilité caractérielle à supporter. On me voit jamais dans les fins de journaux de Paris Match, dans des soirées avec des sourires très étranges. Donc, je suis seul et donc j'ai besoin de rencontres. Alors, j'adore la télévision. Donc, j'ai mêlé un petit croquis de Hollande qui m'avait invité 2-3 fois cet été, qui est venu au théâtre avec Madame Azoulay, et j'alterne un voyage en Grèce où j'ai dû pondre le livre. Mais on peut pas rester avec les écrivains, on peut pas rester dans les cimes. C'est quoi le danger ? C'est quoi le danger de rester avec Nietzsche, avec Rimbaud, avec Céline ? C'est des grands dangers. Ouais. Là, vous venez de nommer les grands dangers. Rester avec Nietzsche, c'est exiger le courage métaphysique du grand oui. Un oui qui est le contraire de ce que nous sommes, qui sommes des êtres du ressentiment, enfin, moi qui suis un être de ressentiment, qui suis traversé par la jalousie, l'aigreur, la vanité, la médiocrité, la peur, la mesquinerie. Et la lecture de Nietzsche exige de dire l'homme n'est un pont qu'entre l'animal et le surhomme, et il faut vite qu'il se débarrasse parce que c'est vraiment une chose qui ressemble à un animal malade. Donc Nietzsche exige une métamorphose et un courage, un grand oui, puisqu'il dit il n'y a pas d'erreur, il n'y a que de la lâcheté. Et quant à Rimbaud, alors là, Rimbaud, c'est un énorme problème, parce que Rimbaud, on comprend rien sur les illuminations. Les gens friment, mais moi j'essaye depuis 20 ans, j'en comprends 1 sur 20, les illuminations, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors on comprend les poèmes de 14 ans, les merveilleux poèmes de cet enfant surdoué, on comprend quand ça commence sur les Assies à être vraiment un grand poète génial, on adore et on est un peu interrogatif sur qu'est-ce que c'est que ce bateau ivre, comment c'est arrivé dans la vie, comment on l'exécute, tout ça, ça demande des années. Et puis après arrive la saison en enfer. Alors la saison en enfer devient déjà une espèce de rupture de la modernité, et puis arrivent les illuminations. Alors là... Donc on peut pas rester avec lui, quoi. Non. C'est trop dangereux. Il y a un danger du rimbaldisme authentiquement, à haute dose. Rimbaud est l'incarnation du danger. Et de la tragédie. C'est pour ça que j'ai jamais compris pourquoi les gens veulent absolument que tout le monde lise des bouquins. Lire des bouquins, c'est lire avec des gens qui vous rendent cinglés. Mais qui vous rendent meilleur, non ? Je crois que la lecture... Non, pas meilleur. Non. Ça, ce serait une vision très 19e. Je pense pas que ça rend meilleur. La lecture de Rimbaud, qui était quand même un affreux personnage, méchant,
pervers, autoritaire, caractériel, génial. Il a fait souffrir le malheureux Verlaine. On peut pas dire que... Non, ce que ça rend la littérature, c'est l'éblouissement de l'ouverture des portes de ta perception. C'est de l'acide. C'est un LSD des années 70. Donc pas trop, un peu. Mais il faut être bien stable. Je suis tellement sûr de mes écrivains, écrivez-vous, Céline, Flaubert, La Fontaine, Molière, que je suis inébranlable, incontestable. Je parle de gens plus grands que moi. C'est quoi votre rapport à eux? Ce sont des gens qui vous donnent cette force, cette force d'être inébranlable? Comment vous le définiriez, ce rapport? Dans les passages de médias, tout le monde est toujours inquiet. Et qu'est-ce que c'est le stress, l'inquiétude? C'est des interrogations sur ton moi. T'as peur de pas assurer, t'as l'angoisse de pas être bon. Mais quand tu parles pas de toi, et que tu parles comme... J'exagère un petit peu, vous devez m'écouter parce que je ne parle pas en mon nom, mais au nom du Père. Je me prends pas pour le Christ. Mais quand tu parles par... Qu'est-ce qui est toujours fascinant quand on entend des gens à la télévision? C'est ceux qui parlent d'un propos et que le propos les dépasse. Tu comprends? Quand tu vois un grand économiste, quand tu vois un grand scientifique, quand tu vois un homme qui est traversé par quelque chose qui est plus grand que son petit ego. Le drame de l'époque, c'est bizarre parce que les gens pensent que je dois être quelqu'un avec mon ego, mais ça c'est le masque débile. Mais moi je ne peux pas me sentir anxieux puisque je parle de gens comme Flaubert. Je suis traversé par mon propos, la vie de Flaubert, la correspondance de Flaubert, la rencontre avec de Flaubert quand il leur lit La première tentation de Saint-Antoine et que tous les mecs lui disent c'est à chier, et puis son voyage en Égypte. Tu comprends? La vie de Flaubert, la correspondance de Flaubert fait que même face à... Je sais pas moi, Gilles Boulot, tu peux être capable, hein. Et puis la littérature face aux médias, tu es inébranlable. Alors il y a un mystère qu'on veut comprendre, Fabrice Lucchini. On est sidéré à chaque fois qu'on va vous voir sur scène. Est-ce que avec la littérature, avec ces grands auteurs, avec ces au nom du père, hein, vous disiez, avec ces grands pères littéraires, est-ce que vous vous donnez une mission? Moi, je vais leur faire aimer les textes, là où peut-être les autres où l'époque a échoué. Maintenant, j'ai pas du tout de mission, C'est vous, au nom du Père, on est dans le christique. On est dans le christique, on est dans l'évangélisation. Oui, mais j'ai pas ça du tout. Terzieff, avec qui j'ai joué longtemps, pendant une année, m'expliquait que quand on rentre dans la loge, les acteurs ont tendance à dire comment tu les as trouvés. Ah, ils étaient pas faciles, ils sont repartis comme une vague, ah non, ils sont revenus. Vous savez, les acteurs parlent énormément du public. On parle ensemble et on allait dîner avec Terzieff souvent. Et il disait, mais ça n'a aucune importance, Fabrice, si deux personnes ressortent avec l'envie de lire Brian Friel ou Céline. Et moi, je partageais pas du tout cette vision généreuse, chrétienne. Moi, quand je vois une salle difficile et que je ne peux pas, je ne fais pas partie des gens qui disent c'est pas grave, il y a deux personnes qui... Je crois pas du tout. Je suis très Sioran, hein. Je suis tellement plongé dans Sioran que je ne pense pas du tout que la littérature a une vocation d'amélioration de la nature humaine. Donc, c'est quoi? C'est un plaisir personnel, égoïste, de faire résonner ces grands textes, ces mots, ces phrases? C'est comme je dis dans le bouquin, c'est une recherche de la note. Ouais. Je veux trouver la note, je ne peux pas vivre sans métier, parce que je n'ai pas l'état psychique serein à mon âge, bientôt 65 ans, je devrais vivre à la campagne tranquille. Et comme un couillon, j'écris un livre, je vais tourner encore, et ça veut dire que je suis encore très détraqué, parce que quelqu'un de pas détraqué, il se calmerait, c'est l'âge de la retraite, et pour Martine Aubry, je devrais y être depuis 4 ans. Et donc je continue, je travaille, parce que je suis incapable donc de vivre sans action. Je suis dans le divertissement dont parle Pascal. C'est un travail alors de faire entendre ces textes-là. Il n'y a pas un côté quand même dans ce monde où règne le portable, vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, la communication, les égos, les followers. Il n'y a pas une urgence ou une nécessité quand même de faire entendre la littérature? Non, c'est un travail. Non, il y a une chose magnifique qui n'a pas de prix. C'est la suspension de 500 personnes qui écoutent et que ton travail, ta technique, a su maîtriser un petit peu pour que 500 personnes dans le théâtre, et c'est un peu ce qu'on ressent dans le livre, soient dans ce silence entre les mots. Et ce moment-là, de pure communion, alors là, tout d'un coup, c'est ça où je suis contradictoire, puisque il n'y a pas que moi, et puis il y a des génies. Non, mais Flaubert disait, je suis un mystique au fond, mais je ne crois à rien.
la débauche me plaît et je vis comme un moine. Alors moi, modestement, je suis en train de vous dire que je crois pas du tout au côté christique du travail, et en même temps, je vous dis que quand la représentation ressemble à une cérémonie religieuse, comme parle Jouvet, là, c'est un moment de grande adhésion à la nature humaine. Il faut pas voir les gens individuellement après. Faut pas regarder trop les gens qui rentrent. Quand ils rentrent, c'est des personnages comme moi, plus ou moins âgés, plus ou moins jeunes, avec leurs petites préoccupations, leurs petits moi. Et tu te dis, je vais leur filer le bateau ivre. Il y en a qui pensent déjà à ses vacances à Genève, d'autres à son bac qui va passer, et puis la bourgeoisie qui vient souvent au théâtre a ses préoccupations, et ils vont venir pendant 1h30 s'encanailler avec la chose littéraire. Alors si tu penses ça, tu peux plus rentrer en scène. Mais si tu sais qu'à un moment, ils vont être capables, comme dit Claudel, de regarder et d'écouter comme s'ils dormaient, et que ton travail, qui est un exécutant, tu es un exécutant, là, la vie a une dimension, le théâtre a quelque chose qui s'inspire de la religion et donc de la messe. Le théâtre, Fabrice Lucchini, mais là, en l'occurrence, plus précisément, c'est de littérature qu'il s'agit. On n'est pas juste dans une représentation, vous jouez pas Phèdre, il y a un peu de Molière, oui. Vous l'avez dit, le bateau ivre, Barthes, mais cette puissance Rimbaud, Céline. Ces grands auteurs ont une valeur, ces grands auteurs. Enfin, c'est un peu ça que, sans le faire exprès, j'ai tracé bizarrement, sans le vouloir. Qu'est-ce que j'ai tracé depuis 1985 ? J'ai tracé que la matière littéraire était théâtralisable. C'est étrange, je vous le dis, on dirait que c'est pas prétentieux de ma part. J'ai fait Le Voyage au bout de la nuit, mais il l'a pas écrit pour que ça soit dit, hein, même si c'est la grande littérature orale. Puis après, j'ai fait La Fontaine, j'ai fait Nietzsche, j'ai fait Flaubert, j'ai fait Baudelaire, j'ai fait Paul Valéry, j'ai fait Roland Barthes. Et puis dans mon bouquin, j'essayais de faire la synthèse de ça, c'est-à-dire de dire, oui, la représentation théâtrale conventionnelle, moi, m'emballe pas énormément. Par contre, la littérature, alors c'est très dangereux parce que la littérature c'est fait pour être lue. Et la voix d'un comédien, c'est la fameuse obsession de Paul Valéry, la voix d'un comédien passe son temps à trahir. Alors c'est ce challenge qui m'intéresse. L'impossible d'exécuter le bateau ivre sans le boursoufler de mes intentions personnelles. Tu sais, c'est l'obsession de Jouvet. Ils boursouflent la phrase de leurs intentions personnelles et ils détruisent l'innocence de la réplique. Un acteur doit être impersonnel. Il doit être sec, nu et dépouillé. Moi, j'ai un ego et j'ai trouvé ce métier pour mettre mon ego de côté. Il n'y a pas un côté, quand on lit le livre, il y a ce gamin de la Goutte d'Or qui se retrouve à fréquenter Barthes, qui remplit les salles avec Le Voyage au bout de la nuit, qui est presque adoubé par l'Académie française. Il n'y a pas quand même un côté reconnaissance de dette, comme si la littérature avait été un ascenseur social et qu'il fallait quand même un peu le renvoyer. D'abord, il y a quelque chose moi, mon père, je vais pas le répéter, je vais pas faire du Zola, mais moi, j'habitais la Goutte d'Or, mon père vendait des fruits et des légumes, il était exceptionnel, c'était un immigré italien qui lisait des livres, qui lisait pas les mêmes livres que moi, mais qui avait un rapport quand même à Henri Troyat, qui lisait des livres. Maman sortait de l'assistance publique, mais c'était des gens d'un raffinement. Ils n'avaient pas été à l'école, ils travaillaient beaucoup, ils n'étaient pas de gauche, ils n'étaient pas instituteurs, ils étaient des gens qui se battaient pour améliorer. Enfin, c'était des Français à l'époque où ils pensaient que la vie de leur gosse serait meilleure que la leur. C'était donc leur obsession. Ils sortaient de la guerre, tous ces trucs-là. Et nous, on est une génération absurde, sans histoire, avec un vague mai 68, comme je raconte dans le bouquin, où j'ai été trotskiste pendant une dizaine de jours. Et de maintenant, savoir qu'il y a 15 jours, j'ai eu la couverture du Figaro Magazine et une dizaine de pages avec Jean d'Ormesson. Là, et que Jean d'Ormesson me dit carrément, parce qu'il y a les journalistes qui lui ont demandé, vous êtes quand même un grand bourgeois, il est fils de prolo. Et l'autre, merveilleux Jean d'Ormesson, l'autre au sens de l'altérité, Jean d'Ormesson dit, nous habitons le même pays, nous sommes les mêmes, car nous sommes du pays de la littérature. Que vous aimez citer comme lui, d'ailleurs. Oui, citer, une passion, et à un moment, je réponds avec d'Ormesson, on a envie d'être de droite. Bon. Alors, je termine sur le truc, c'est que... Sur le côté d'aide, quoi, finalement. Alors, oui, ce pays éblouissement du point de la promotion sociale. Ouais. Moi, je fais du cinéma, je suis devenu un acteur très bien payé,
J'ai fait 90 films. Je viens d'avoir le prix d'interprétation à Venise pour l'Hermine. Je vais dans des grands théâtres. Je suis au théâtre Montparnasse. Il y a 750 personnes maintenant qui tous les jours viennent écouter à 6h30. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la Julien Sorel. Il y a un côté promo. Il y a un ascenseur social. Comment ça se fait que c'est tombé sur moi? Je comprends pas du tout. Je suis pas du tout humble. Mais pourquoi j'étais nul à l'école? On m'a viré à 13 ans et demi. Je n'ai pas de mythologie de l'autodidacte. Je trouve qu'il me manque énormément de choses. C'est pour ça que je rattrape avec mes profs. Parce que qu'est-ce que Jean d'Ormesson? Qu'est-ce que Roland Barthes? Qu'est-ce qu'Éric Rohmer? Qu'est-ce que Flaubert? Qu'est-ce que mon psychanalyste les 30 premières années? C'est des substitutions de professeurs que j'ai pas eues. Vous évoquiez votre rencontre avec Roland Barthes, l'ordre de jeunes gens qui se rendent à ses cours en sortant du palace, le côté central, presque rockstar du personnage. Quand vous regardez l'époque et son rapport à la culture, à la littérature, est-ce que vous vous dites pas, on est loin de cela? Aujourd'hui, vous parlez de Roland Barthes dans votre livre. Parler de Barthes, ça fait élite. On n'aime pas l'élite. Non, je pense que les gens savent même pas. Je pense que les jeunes savent même pas qui c'est. Mais les gens savent même plus qui est Éric Rohmer. Éric Rohmer, tu demandes dans un... Bon, ils savent qui est Truffaut, ils savent qui est Godard. Mais Rohmer, dans les années 80, tout le monde le connaissait. Maintenant, Rohmer, personne ne sait qui c'est. Bon, mais Rohmer était plutôt un auteur qui marchait bien, mais plutôt sur les profs, plutôt sur les gens. Et ils viennent vous écouter pour se reconnecter à ça? Vous écrivez ce livre aussi pour les reconnecter à ça, à la littérature, à ces textes, à ce danger dont on parlait... Alors, à l'orée de cette émission. Nous sommes, moi, j'avais 35 ans du temps du palace, et je tournais Perceval. Donc c'est des années de jouissance, de plaisir. Donc on ne sait jamais si c'est la nostalgie de l'âge où j'étais coursier pour payer les cours d'équitation du film de Rohmer, où j'allais livrer des plats chauds, ou est-ce que c'est évident, si on se met d'un point de vue de Philippe Muret, les choses vont de plus en plus mal. En montagne, qui est quand même normalement un endroit nietzschéen où il y a la solitude absolue, maintenant ils ont trouvé une technique pour mettre des pauvres meufs à Walp, à hurler sur des trucs, descendre bourrés. Il y a un thème qui est fascinant au niveau sociologique. Dans les années 60, nous qui fumions... qui achetions un peu de shit à la goutte d'or et qui partions au Népal chercher des herbes et des hashish baudelairiens. Quelqu'un aurait demandé, comme un bobo actuel ou comme un jeune actuel, dans les années 60, il aurait dit « Je vais me faire un joint, mais j'aimerais bien un petit bourgueil et puis fais-moi une petite tartine de bon fromage de Sèvres de l'Ardèche. » Mais il y aurait eu un blanc gigantesque. Les gens auraient dit « J'ai pas compris ce que t'as dit. Non, je voudrais un bon bourgueil. » Mais t'es un beauf. Mais non, ou alors un petit Côte-du-Rhône. Mais tu peux pas rester dans notre pièce. Mais un petit Côte-du-Rhône, tu sais, je vais, avec mon Vélib, je vais chez le fromager. Mais je dis, mais faut pas, nous on se shoot et on lit Le Festin nu de William Burroughs. Tu nous parles de beauf, là, tu parles des beaufs. L'alcool, c'est le bobo actuel qui ne connaît pas les années 60, qui n'a pas connu ni les hippies, ni la drogue, ni le dérèglement des sens, ni la politique, ni l'espoir hallucinant qu'on a cru, même moi modestement à 17 ans quand je vendais rouge, qu'un jour la société serait plus pénible, qu'un jour la société, la transmutation des valeurs dont parlait Nietzsche, nous les révolutionnaires marxistes-léninistes, nous allons faire un quotidien où nous jouirons sans entrave, nous irons en dessous les pavillons à la plage. On est moins littéraire, c'est ce que vous dites. On est d'abord, personne ne lit Le Festin nu, personne ne lit Lautréamont, personne se drogue de manière... beaucoup de gens fument du shit, ça c'est sûr, même les cadres moyens fument du shit. Il y a une désaristocratisation du dérèglement des sens. Avant c'était soit les peuples merveilleux du Maghreb ou de l'Afghanistan, ou alors les intellos Henri Michaud. Puis maintenant... ça peut être un camionneur qui fait un petit joint. Il y a une démocratisation du shit. Bon. Alors, et l'héroïne, par exemple, n'est pas du tout une... Et la littérature n'a pas été finalement démocratisée, paradoxalement. Par l'école. La littérature, c'est un drôle de truc, tu sais. Tu peux pas percevoir les êtres. Regarde tous les gens. Moi, j'ai dîné avec François Hollande. Souvent, cet été, j'en parle dans mon bouquin. On voit bien qu'il est pas ravagé par le problème de Rimbaud. Ça l'intéresse pas tellement. Tu sais, j'ai un livre de Rimbaud de Yves Bonnefoy, qui est un petit chef-d'œuvre. Il fait un livre qui s'appelle Notre besoin de Rimbaud. C'est Rimbaud, c'est pas n'importe qui, c'est la star des poètes, tu vois. À côté de Verlaine, Rimbaud c'est Mick Jagger. Il fait un livre qui s'appelle Notre besoin de Rimbaud. Il y a donc Yves Bonnefoy de l'Académie française.
2000 livres vendus. Il n'y a pas d'autre chose. Vous ouvrez votre livre, non pas avec Barthes, non pas avec Rimbaud, mais avec La Fontaine. Je croyais que j'allais dire avec Christophe Onodiblio. Non, bah alors voilà, il se trouve qu'on parlait de La Fontaine. Oui, nous pour étions une interview, dans un déjeuner voilà, pour une cover. Voilà, on parlait de La Fontaine. Vous reprenez ce passage dans le livre. La Fontaine, pour vous, vous dites Baudelaire, j'aime profondément, mais il y a de la rhétorique. Rimbaud d'ailleurs disait de Baudelaire, forme si vantée, mais mesquine. Oui. Alors qu'avec La Fontaine, dites-vous, il y a un vrai miracle. C'est le plus grand écrivain français. Il arrive à débarrasser son écriture de tout geste. C'est vrai. C'est quoi C'est moi qui ai écrit tout ça? Oui. Bah dis donc, voilà. Putain, pour un mec assertif. C'est quoi ce miracle, La Fontaine? On le lit, on lit. Il y a un miracle incompréhensible, c'est-à-dire que on voit jamais l'écriture, on voit jamais le vouloir faire, on voit jamais la rime qui arrive mécaniquement, on voit jamais les facilités. J'adore Victor Hugo, mais Victor Hugo est capable de dire Beaux étaient bonhomme et fidèles parents, il était généreux quoiqu'il fût économe. Les femmes regardaient Bose plus qu'un jeune homme, car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Ça ne pourrait pas arriver. Pourquoi? Parce qu'on dirait que tout ce qu'il a touché, c'est un grand problème. Un chat nommé Rodilardus faisait des rats tels des confitures qu'on n'en voyait presque plus, tant il en avait mis dans la sépulture. Le peu qu'il en restait, n'osant quitter son trou, ne trouvait à manger que le quart de son sou. Et Rodilard passait chez la gente misérable, non pour un chat, mais pour un diable. Or, un jour, qu'au haut et au loin, le galant alla chercher femme, pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame, le demeurant des rats, le demeurant ça veut dire le chef, le demeurant des rats, d'un chapitre en un coin sur la nécessité présente. Dès l'abord, leur doyen, personne fort prudente, opina qu'il fallait, et plutôt que plus tard, accrocher un grelot au cou de Rodilard. Qu'ainsi, quand il irait en guerre, de sa marche avertie, il s'enfuirait sous terre, qui n'y savait que ce moyen. Chacun fut de l'avis de monsieur le doyen. C'est une légèreté qui montre toute la démocratie, tu vois. Chacun fut de l'avis de monsieur le doyen. Chose ne leur parut à tous plus salutaire. La difficulté fut d'attacher le grelot. L'un dit, je n'y vais point, je suis pas si sot. L'autre, je ne saurais, si bien que sans rien faire, on se quitta. J'ai maints chapitres vus qui pour néant se sont ainsi tenus. Chapitres non de rats, mais chapitres de moines, voire chapitres de chanoines. Ne faut-il que délibérer? La cour en conseiller foisonne. Est-il besoin d'exécuter? On ne rencontre plus personne. Moi, jamais la morale qui m'intéresse. C'est une phrase, par exemple. Hein, un chat, d'abord le début, la légèreté du début. Nommé Rodilardus faisait des rats tels des confitures qu'on n'en voyait presque plus, tant il en avait mis dedans. C'est vivant complètement. C'est pour ça que Céline disait, c'est le plus grand styliste de la langue française. Tu vois, il disait, c'est fin, c'est ça, et puis c'est tout. C'est final. Le problème de La Fontaine, c'est que c'est final. Voilà. C'est quoi? C'est cette vie? C'est le fait de parler de marbre qui serait... Oui, c'est ce qu'on avait dégagé ensemble dans votre interview et que j'ai repris dans le bouquin. C'est qu'on ne sait pas... Il y a le marbre antique, hein. Et je pense qu'il ne le sait pas, lui. Parce que les contes sont remarquables, mais n'ont pas le génie de ça. Je pense qu'il a abordé la lourdeur antique des Ésope et de tous ces grands, qui était lourd, il paraît, et de ces légendes, il a été un adaptateur de génie, une sorte d'Alexandre Vialat de Kafka. Oui, parce que vous dites quand même, par rapport à Hugo, on adore Hugo, mais quand Hugo nous fait cette rime, par exemple, cet homme marchait pur, loin des sentiers obliques, ces sacs de grains semblaient des fontaines publiques. On voit la mécanique, on voit la petite combine. Ouais. Mais Hugo, c'est une montagne, et on doit l'accepter comme il est, il pond. Bon, mais La Fontaine échappe à ça. On va continuer à parler et à plonger dans cette comédie française et à plonger dans la littérature avec vous, Fabrice Lucchini. D'abord, on écoute, non pas, c'était très musical, hein, votre lecture de La Fontaine, mais là, une autre musique, celle de Wilson Pickett, c'est votre premier choix musical. Vous avez choisi In the Midnight Hour. Parce que c'est un tigre, c'est une animalité africaine, il est comme James Brown, c'est une animalité animale, et comme il y a rien de plus beau qu'un animal pas malade, disait Nietzsche, et ben Wilson Pickett, vous allez voir, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'animalité africaine sublime, confrontée à New York. I'm gonna wait till the midnight hour. That's when
La montée du sax qui traduit que l'attente elle ne vient pas. Il lui donne bien la sentence. Je t'attendrai jusqu'à minuit, mais pas après. Alors mettez un peu plus fort. Regardez ça un peu. Et là, il y a un moment très important. Là, il y a un moment. Là, on va avoir la symphonie globale. Bon, là, on est dans l'orchestre. Il y a les sax des années 60. Mais ce qui est intéressant et ce qui est bouleversant, c'est la reprise. Regardez là, ça c'est un peu démodé. Attendez. Et il repart. C'est magnifique. Vous avez vu le crin de la voix? C'est la souffrance. Et il y a la vie qui continue. C'est ça la dialectique du rhythm and blues. C'est la vie qui continue, incarnée par le sax. Et puis il y a cet homme. Il y a l'humanité d'un individu perdu, pascalien. Et il y a l'attente de Roland Barthes. Roland Barthes, je dis Roman Barthes. Ouais, c'est beau. C'était tellement romanesque. On vous voyait là sur la musique, danser dans le studio, nous commenter tout ça. Quand vous dites Rimbaud, quand vous dites Céline, d'ailleurs je dis dire, on dit dire, on va pas dire réciter, on va pas dire interpréter, on dit quoi? Essayez de restituer. De restituer. Ouais. Est-ce qu'il y a le même plaisir? Vous dites, il y a un mot qui revient tout le temps dans le livre, c'est organique. La littérature, c'est organique. Ça veut dire quoi? C'est que ça veut dire qu'un acteur peut pas penser quoi que ce soit quand il lit le bateau ivre. S'il pense la phrase, il la réfléchit et il tue l'impulsion qui a mis la phrase au point. Vous êtes écrivain, vous savez bien que la phrase, c'est la fin du parcours. Il y a une flèche qui est tendue, c'est la puissance de l'inspiration. On lâche la flèche va au but, et le but, c'est la phrase, c'est la fin du voyage, c'est la fin. Mais si tu joues sur la fin du voyage, tu joues sur la mort. Faut jouer en essayant de retrouver la puissance musculaire qui a mis au point cette phrase. Car comme disait Jouvet, une phrase est avant tout un état à atteindre. Vous citez un mot d'Yasmina Reza, la dramaturge, qui à la fin du spectacle vient vous voir et vous dit « En écoutant ton spectacle, je me suis dit, voilà pourquoi je me sens française. C'est pour ça, la langue et les écrivains. » Il y a beaucoup de gens qui se sont mis en tête ces derniers temps de définir l'identité française. Ils ont même fait des ministères. Ça a fait des débats. Pour vous, c'est simple au fond. L'identité française, c'est ça? C'est la langue? C'est les écrivains? C'est que ça? C'est la langue. Il n'y a pas de droit du sol, il n'y a rien du tout. Il y a la passion de notre langue qui, manifestement, intéresse pas trop les Français. Sioran disait ça, c'est ahurissant, lui, qui est passé quand même du roumain au français. Il a été sidéré de voir... Enfin, c'est compliqué, c'est compliqué parce que, c'est une langue qui est en fin de piste. Moi, je pense... Pourquoi vous dites ça? Regardez comment ça se fait qu'on n'arrête pas d'employer... c'est un catho tradi. Qu'est-ce que ça veut dire, un catho tradi? J'ai un ami qui est catholique, qui a l'heure de traditionnel, je sais pas, et il dit c'est un catho tradi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, catho tradi? Soit on fait de l'argot et on déstructure la langue, comme je raconte dans le bouquin. Tu dérobes. Là, ça devient vivant. Ça, c'est une expression que vous pour moi, ça a été la Jojo, c'est ça. Ouais, pour moi, ça a été Jojo de la bande des Abbesses. C'était la révélation. J'ai compris la langue vivante. J'ai eu un cours célinien en quelques secondes. J'avais 15 ans et demi, j'étais place des Abbesses, il y avait une bande qui sortait souvent de prison, c'était des très grands délinquants, dont Jean-Claude Barrault, un prêtre, parce que les mecs étaient une cinquantaine, se battaient beaucoup, sortaient de prison, tuaient des gens, etc. Et j'avais la chance, n'ayant été ami d'une concierge d'un des leurs, de Marcel Perle, j'ai eu la chance d'accéder, je raconte ça dans le bouquin, à l'aristocratie, à la Jean Genet de ces voyous-là. Ça fait 2 fois que vous prononcez le mot, attention. Déjà, vous parlez de Barthes, ça fait élite. Oui. Là, 2 fois aristocratie, attention. Oui, moi j'adore cette idée. Vous allez être brûlé en place publique. Non, pas brûlé parce que élite pour tous.
C'est la seule chance de la vie d'un pays, c'est d'être totalement élitiste pour tous. Sauf que ce discours-là, aujourd'hui, il passe plus. C'était Vitesse, qui était au Parti communiste, qui le disait. S'ils pensent que c'est par le nivellement du moyen, c'est d'une grande tristesse. C'est pas intéressant d'être middle. C'est pas intéressant. Un pays, mais ce qu'il faut, c'est pas l'aristocratie de classe, pas l'arrogance de la droite. Je déteste l'arrogance de la droite qui, parce qu'elle est bien située dans l'échelle sociale, a une arrogance. Ça, je la hais. Mais c'est vrai que l'obsession égalitariste de la gauche, en détestant la qualité personnelle, en détestant la destinée, en détestant et en prenant comme cursus uniquement c'est un peu pénible, c'est un prêchi-prêcha extrêmement pénible. On parlait de Yasmina Reza. Yasmina Reza, elle a révélé qui vous disait que c'était la langue, que l'identité française, c'était les écrivains. Je vais vous dire un truc qui va vous choquer. J'essaye de comprendre pourquoi les gens achètent le bouquin, pourquoi les gens viennent au spectacle. Pourquoi? Moi, je vais vous dire, c'est un réflexe identitaire. Oh là là, j'ai dit un mot terrible. Je pense que... Oui. Moi, je l'assume, parce que c'est pas identitaire comme c'est pas un mouvement d'extrême droite. C'est... il y a un peuple, des gens qui ont envie de voir quels ont été l'héritage, d'où ils arrivent, et pas un héritage mort, un héritage de génie. Et moi, petit émigré italien, je suis le passeur de ça. Moi, j'ai tous les milieux sociaux. J'ai des pêcheurs bretons qui viennent, j'ai la bourgeoisie, parce qu'il faut pas raconter l'histoire, mais dans mon théâtre, il y a des places pas chères, pas par gentillesse, c'est parce que j'ai pas envie de vivre devant un public de ghetto. Il y a un écrivain qui fait débat, vous avez prononcé le mot identitaire tout à l'heure, et qui continue, c'est Céline. Louis-Ferdinand Céline. En 2011, il avait même été retiré du recueil des célébrations nationales, où il figurait aux côtés de Blaise Cendrars ou Franz Liszt, par exemple. Vous le dites sur scène, vous refusez la dichotomie obligée, écrivain génial, salaud antisémite. Ça vous passionne pas, ce débat? Non, elle me préoccupe beaucoup. Je suis complètement comme tout le monde. J'ai beaucoup de gens juifs qui me disent « Je viendrai pas vous voir, vous faites de la pub, je connais tout ça par cœur. » Je me rappelle d'un journaliste qui m'avait embêté en me disant « Vous devriez lire Camus. » Mais moi je veux bien, mais les sentiments de qualité humains font pas de la grande littérature obligatoirement. Lionel Jospin, que je croise à l'île de Ré, il est bien mieux humainement que Céline. Jospin, il a rien fait de mal, on voit bien. Mais par contre, il a pas écrit Le Voyage au bout de la nuit. Alors le problème, c'est que je ne mets pas du tout de côté, puisque je m'intéresse énormément à l'antisémitisme de plume. Je lis tout ce qui est écrit. J'essaye de connaître le dossier de Céline, qui est compliqué, parce que en même temps, il a sauvé des résistants. Au même temps, il a jamais attaqué Champfleury, qui était au 2e étage de sa rue Girardon, où c'était un endroit de résistants. Donc, les Allemands détestaient l'antisémitisme de Céline. On va être clair. Il a écrit un délire assassin qui s'appelle Bagatelle pour un massacre, parce qu'il a cru que la puissance juive des industriels juifs, et il pensait comme peut-être la moitié de la France, il a pensé qu'elle entraînait la France dans la guerre. Il sortait de 14-18, il a été comme toute l'extrême droite, pacifiste, il voulait faire un deal avec les Allemands. Après son obsession, sa haine, sa jalousie, par écrit, son aigreur et puis sa folie, et sa haine de ces Toubib Rachman qui l'ont viré du dispensaire, sa première maîtresse Elisabeth Gray qui est partie avec un agent immobilier juif, son obsession de simplifier le monde. Les juifs sont les commerçants qui caricaturent l'émotion et qui la vendent, et nous, les grands Ariens, les grands goïs celtes, nous sommes anéantis par ce peuple dominateur et délirant. Il est devenu fou. Il avait toute la famille derrière lui, toute une partie de la France. C'était un antisémite absolu. Il était persuadé que les Juifs avaient le génie de la réussite et que le goy était aviné. Maintenant, il l'a écrit. C'est tragique. Est-ce que concrètement, je suis pas l'avocat de Céline, est-ce que concrètement, il a fait des choses? Manifestement, pas énormément. Mais Céline, que vous dites sur scène, la partie de gauche, le voyage. Est-ce que, précisément, cette identification, on sent une identification, pas à ce Céline dont vous venez de parler, mais est-ce que l'autodidacte que vous êtes ne trouve pas dans Céline un écho littéraire, organique, quand il décrit les pauvres? Vous dites, il nomme la banlieue, il montre des endroits rarement singularisés jusque-là. Je le cite, toute une vie, toute la vie sépare l'école communale du lycée. Les uns sont de plein pied,
Dès l'origine, dans l'expérience, les autres seront toujours des farceurs. Les écrivains bourgeois sont des escrocs d'expérience et d'émotion. Ils ont rien vu. Ils ont tout lu. Bon, c'est le délire poujadiste de la haine des élites. Bon, tout ça est terrifiant. C'est très compliqué à résoudre. Moi, je mets pas du tout c'est vrai que les Allemands détestaient l'antisémitisme de Céline, mais moi, c'est vrai, le mec qui dirait non, non, Céline était complètement antisémite, il était dingue, il les haïssait par l'écriture. Mais est-ce qu'il fait pas écho en vous? Je parlais Céline qui parle justement des classes pauvres. On va en lire un passage puis on va vous écouter. Ou quand il parle de son grand rival Proust, qu'il appelle les bourgeois des fantômes de désir, des partouzards indécis. Vous dites cette formule est géniale. Oui, c'est totalement génial. Mais oui. Alors cette histoire de on ne sait plus par où la commencer. C'est pas, tu sais, voilà, là il y a des cinéastes, je vais pas dire. Ça vous embarrasse quand même, on dirait. C'est question pas tellement parce que j'assume vrai. complètement. Ouais. Céline en 1931. En 32, quand il écrit Le Voyage, est vénéré par Aragon, vénéré par Elsa Triolet, vénéré par Lévi-Strauss, vénéré par Emmanuel Berle. Et Emmanuel Berle dit, aussi, et Emmanuel Berle dit, c'est le plus grand tempérament romanesque du XXe siècle. Moi, je lis le Céline sans problème, je lis le Céline bien, Céline de gauche. Bon, j'irai pas lire Bagatelle pour un massacre, ça c'est clair. Eh ben, on va lire un extrait du Voyage au bout de la nuit. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand il y a des metteurs en scène, par exemple, sur Marseille, qui veulent parler de la classe ouvrière avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Et je trouve que la dureté immonde de Céline, pensant que le pauvre est aussi immonde que le riche, donne une dignité, une vérité scientifique à la réalité du monde. Oui, c'est quand il est tout bib, ça occupe. Il rencontre un mec qui délire et il lui dit je vois aussi qu'ils boiront plus, qui me disait je suis le dernier moi qui bois dans l'avenir, faut que je me dépêche, hein, je connais mon vice, tout le monde toussait dans ma rue, ça occupe. Pour voir le soleil, il faut monter au moins jusqu'au Sacré-Cœur à cause des fumées. De là alors c'est un beau point de vue. On se rend bien compte que dans le fond de la plaine, c'était nous et les maisons où on demeurait. Mais quand on cherche en détail, on les retrouve pas, même la sienne, tellement c'est laid. Et pareillement laid, tout ce qu'on voit. Plus au fond encore, c'est toujours la Seine à circuler comme un grand glaire en zigzag d'un pont à l'autre. Quand on habite à Rancy, on se rend même plus compte qu'on est devenu triste. On n'a plus envie de faire grand-chose, voilà tout. À force de faire des économies sur tout, à cause de tout, toutes les envies vous sont passées. Pendant des mois, j'ai emprunté de l'argent par-ci, par-là. Les gens étaient si pauvres et si méfiants dans mon quartier qu'il fallait qu'il fasse nuit pour qu'ils se décident à me faire venir. Moi, le médecin pas cher, pourtant, j'en ai parcouru ainsi des nuits à chercher des 15 francs et des 10 à travers les courettes sans lune. C'est un côté shakespearien, Céline. D'ailleurs, vous dites c'est à la fois Rabelais, Shakespeare et Madame de Sévigné. Vous n'exagérez pas un peu avec Céline? Oh non, pas du tout, parce que il y a la crotte obsessionnelle chez Céline, et le caca va devenir de la dentelle. La dentelle, c'est sa maman, le nom de la grand-mère. Il y a filiation, mais le caca l'obsède, la médiocrité des hommes. Qu'est-ce qu'un homme, c'est un estomac et qu'un rêve. Donc ça, c'est Rabelais, hein. Donc là, il est Rabelais. Vraiment, après, il y a un mélange d'un raffinement. Regarde, si la description de Proust, elle est complètement digne d'un moraliste ou d'une Madame de Sévigné. Regarde, Proust, m'y revenant lui-même, s'est perdu avec une extraordinaire ténacité dans les rites et démarches des gens du monde. Gens du vide, fantômes de désir, partouzards indécis, attendant leur bateau toujours, chercheurs sans entrain d'improbables citerres. Toi, là, c'est super écrit. Puis tout d'un coup, il va rompre en disant « La tante à Bébert rentrait des commissions ». Les phrases qui vous fascinent, ça. Oui, bah le livre en parle énormément. Oui, parce qu'il y a tout son génie, là. Ouais. Il y a une déstructuration de la phrase littéraire. Puis il y a le voyage, parce qu'au fond, ce voyage-là, c'est le voyage que vous faites vous, le bus 80, Caulaincourt, place de Clichy, Europe, tout ça, on la connaît par cœur. Au fond, voilà, c'est le voyage, non pas au bout de la nuit, mais le voyage au bout de la France. Il y a ce côté-là, quand même, social. Social, et c'est un écrivain du dehors, disait Julien Gracq. Proust est un écrivain du dedans, et Céline est un écrivain du dehors. Vous parlez de sa poésie, ça nous emmène au problème Rimbaud ou au problème Lucchini, le fait qu'il y a un texte qui vous a résisté, mais pas finalement vous avez peut-être réussi non pas à le vaincre, mais à
à vous mettre Une dedans fois dans tous sa les 15 musique. jours, je le touche un peu. Oui. Voilà, c'est Rimbaud. On va en parler, on écoute juste avant votre deuxième choix musical. Vous avez choisi Bach, les suites pour violoncelle. On a choisi la suite pour violoncelle numéro 4 en mi bémol majeur. C'est interprété par Ophélie Gaillard. Comme dirait Sioran, c'est la fin de l'orchestre. Et il faut qu'il y ait la fin de l'orchestre dans tout. Regardez ça. Le minimum. Le théâtre de la pauvreté de Grotowski. La limite extrême qui donne les possibilités les plus infinies à partir de la plus grande limite de l'économie. C'est comme il touche des possibles, il va au bout, ça peut même être par moments génialement dissonant, puis après ça revient en basse. Ça moi c'est mon obsession, hein. J'écoute ça 2 heures par jour. Alors. Il y a un mot qui revient, on le disait, c'est organique. La littérature c'est organique. Ça veut dire que ça s'adresse pas à l'âme, c'est uniquement le corps qui prend ça. En tout cas, ça s'adresse pas à l'intellect. Ouais. Est-ce qu'on ne connaît bien la littérature qu'en la lisant, qu'en la disant? Il y a 2 grands... En l'oralisant, quoi. Oui, ouais. Non, mais nous, on est très limités. Si. Moi, j'ai des amis comme Claude Arnaud, comme Alain Finkielkraut. J'ai des amis extrêmement cultivés. Il y a des gens qui sont aptes au roman, qui ont une immense ouverture, richesse sur le roman. Malheureusement, moi, c'est pas mon cas. Moi, j'ai un rapport obsessionnel, donc je lis peu, rarement, mais bon, je me suis rassuré par une phrase magnifique de Nietzsche. Nous lisons très rarement, nous n'avons pas besoin de l'impulsion de l'imprimer pour penser. Nous lisons, c'est sublime la traduction de Vialat, nous n'avons pas besoin de l'impulsion de l'imprimer pour penser. Nous lisons très rarement, mais nous lisons lentement, plein d'arrière-pensées et plein de portes ouvertes. Pourtant, vous citez Sioran aussi, les comédiens détruisent le secret inavoué du poète. Il faudrait interdire aux Français de dire le moindre vers. Il a raison Ouais. complètement. Bah oui, vous faites le contraire. Oui, bien sûr, parce que nous sommes féconds qu'au prix de nos contradictions. Mais il a totalement raison. Mais j'ai une passion pour Sioran. Mais alors là, c'est une passion. Il vient de dire sur Bach, j'écrivais ça cette nuit où je dormais pas, Bach rendrait possible la vie dans un égout. Le bateau-ivre, c'est du persan. C'est du sanskrit. C'est une langue étrangère. Voilà. Il écrit pour tenir à distance, comme disait Nietzsche. Alors, je sais pas. En tout cas, il y a chez Rimbaud une arrogance. Il y a une arrogance qui se concrétise vers la fin, puisque là, il n'y a plus aucune envie d'être compris. Hein. Puis le parcours d'Ormesson me disait ça. Il a quand même obscurci le paysage, parce que, évidemment, le grand génie, c'est celui qui écrit 6 ans, qui se barre en Abyssinie et qui va pas vérifier sa place des livres à la une ou au divan. Non, parce qu'il est parti dans le commerce des armes, hein, d'ailleurs. Encore une fois, est-ce que on parlait de Céline tout à l'heure? Rimbaud, autre exemple, Rousseau, savez, là, c'est un Rousseau, contradiction énorme. Oui, le gosse est très mal élevé. Il abandonne les siens. Ouais. Ça, c'est quand même la grande ambiguïté. Oui. C'est savoureuse de la littérature. Et c'est ce que dit Sioran, c'est que des philosophes comme Nietzsche seraient impossibles en Inde, parce qu'en Inde, on veut que les gens soient complètement en harmonie avec leurs pensées. Donc la grande santé prônée par Nietzsche pour un pauvre souffreteux malade, ça ne passerait pas. Donc
Donc Rimbaud, on en parlait, il écrit, vous dites, vraiment pour tenir distance. Finalement, l'analyse de Nietzsche, elle est Alors bonne. attends, là, chez Rimbaud, on est dans un problème gigantesque. Il y a 6 années, je crois que c'est de 14 à 20 ans, hein, au très gros, hein, il a écrit 6 ans. Hein. Bon, à 14 ans, on va essayer de faire un cours rapide. À 14 ans, il écrit des poèmes de gentil précoce, même si Le Dormeur du Val, ça reste quand même un éblouissement. Puis après, ça commence vers 15-16 ans, il fait Les Assis, chef-d'œuvre à la Goya. Le soupirail. Ouais. Voilà, le grand soupirail. Voilà. Et puis noir de loupe, grêlé, les yeux cerclés de bagues vertes, leurs doigts boulus crispés à leur fémur, le sinciput plaqué de hargnosités vagues comme les floraisons lépreuses des vieux murs. Ils ont greffé dans des amours épileptiques leurs fantasques ossatures aux grands squelettes noirs de leurs chaises. Leurs pieds aux barreaux rachitiques s'entrelacent pour les matins et pour les soirs. Ces vieillards ont toujours fait tresse avec leurs sièges, sentant les soleils vifs percaliser leur peau, ou les yeux à la vitre où se fanent les neiges, tremblant du tremblement douloureux du crapaud, et les sièges leur ont des bontés. Là, il n'y a pas volonté de tenir à distance. On y est complètement. Ouais, on y est, mais on est grelotte, on a froid, on a mal. Voilà. Mais là, d'accord, là c'est le moment où le génie commence à se révéler. Puis tout de suite après, il y a à la même période le bateau ivre. Alors bateau ivre. On lit. Ce monsieur donc commence par « Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de coton anglais. Quand avec mes haleurs on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais, dans les clapotements furieux des marées. Moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus, et les péninsules démarrées n'ont pas subi tohu-bohu, plus triomphant. La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleurs éternels de victimes, 10 nuits, sans regretter l'œil niais des falots. Plus douce qu'aux enfants, la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin, et des taches de vin bleu et des vomissures me lava, dispersant gouvernail et grappin, et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer. Mais où est l'obscurité, là? Où est ce problème, Rimbaud, que vous évoquez en disant parfois on est paumé, vous le dites, hein, et là ça reprend une sensation, ça tangue, et des taches de vin bleu, et là je suis en train de lire votre livre, qui entremêlent du Rimbaud et vos observations, explications de texte. Pour arriver, alors j'ai pas l'ambition, là il y a une petite fluidité qui commence à naître, mais il a fallu tout le travail que j'explique dans le bouquin pour avoir cette humeur, pour la trouver, mais elle a demandé 20 ans. L'eau verte pénétra ma coque de sapin, ça tangue, je vous lis, et des taches de vin bleu et des vomissures me lava, on est paumé. Et dès lors je me suis baigné dans le poème de la mer infusé d'astres et lactescent, où teignant tout à coup les bleuités, délire et rythme lent sur les rutilements du jour, l'acteur qui dit ça ne sait pas de quoi il parle, il peut mentir, prendre des airs, mais teignant tout à coup les bleuités, il ne sait plus de quoi il parle, ces mots sont ceux d'un fou. Oui, en tout cas, c'est pas une expérience personnelle, teignant les bleuités, et tout d'un coup, maintenant, au bout d'une vingtaine d'années, le bouquin traduit le travail qu'il m'a fallu pour atteindre le sens, et d'ailleurs je termine le livre. Ouais, sur les voyelles. Oui, en disant en un mot, faut le prendre au premier degré. Ouais, là franchement, hein, vous dites ces mots sont ceux d'un fou là pour Rimbaud, je vous cite, dans cette caravane en bleuteuse, vous êtes sur un tournage. Oui, de Bruno Dumont. Voilà, de Bruno Dumont, le sens est apparu. Ça voudrait dire quoi ces couleurs de voyelles? Eh bien, ça veut dire ce qui est écrit, et c'est souvent ça chez Rimbaud. Pour accéder au sens, il faut le prendre au pied de la lettre, surtout quand ces lettres deviennent des couleurs. J'en reviens pas d'avoir écrit ça. Oui, mais merci pour le conseil. Je veux dire, comment on est éclairé? Eh ben, et là je viens de dire que au lieu de se branler sur des dimensions métaphysiques spirituelles, A noir, eh ben faut que le spectateur voit que A c'est noir. On fait comment?
On se laisse pénétrer par la poésie. Vous n'aimez pas la flash, parce qu'il parle de la flash. Parce qu'il facilite Rimbaud, pas. Là, il faut citer, sinon les gens vont rien comprendre. Oui, je vais te dire, c'est le moment où il dit Voilà. si je regrette une eau d'Europe, c'est la flash. Voilà. Alors, en réalité, toute lune est atroce et tout soleil amer. mais là, c'est l'adolescence qui s'effondre. Voilà, toute lune est atroce et tout soleil amer, etc. Si je désire L'acre une eau amour d'Europe- m'a gonflé de torpeurs enivrantes. Oh, que ma quille éclate. Oh, que j'aille à la mer. Si je désire une eau d'Europe, c'est la flash. Alors, la flash, c'est la flaque d'eau définie dans l'est de la France. En gros, il veut dire que après avoir vu l'infini de la mer, après atteint un état de folie, il préfère la petite flaque d'eau. Ou quand il était bébé, il le dit, si je désire une eau d'Europe, c'est la flash noire et froide, où vers le crépuscule embaumé, un enfant accroupi, plein de tristesse, lâche un bateau frêle comme un papillon de mai. C'est-à-dire qu'il est parti tout en haut et que finalement, le but suprême, c'est d'être cet enfant à 10 ans. Et là, il y a pour moi une chose qui est bouleversante parce que dans les rues de Montmartre, je mettais des petits bateaux dans les ruisseaux, qui était ma flash à moi. À la fin du texte, vous dites que vous avez enfin trouvé le moyen de le dire, ça on l'a expliqué. Il y a un moment dans ces explications, c'est valable pour Céline, c'est valable pour Rimbaud, c'est valable pour Barthes, un moment, le besoin chez vous, toujours de faire des références aux contemporains. Par exemple, j'ai heurté, savez-vous, d'incroyables Florides. Floride, l'esprit s'empare de nos pauvres références, soleil, maillot de bain, bimbos américaines qui boivent du milkshake, série télé, et vous ajoutez avec gros seins. Pourquoi ce besoin de faire sans arrêt des références aux pauvres, références contemporaines ? Parce que je suis un lecteur bas de gamme. Pourquoi les spectacles marchent ? Parce que je ne me prends pas pour un autre. Donc, je reconnais que le seul vers très clair du bateau ivre, c'est « J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades ». Parce que là, pour la première fois, parce que je suis désolé, comme je descendais des fleuves impassibles. Vous savez que le poète dont je vous ai parlé tout à l'heure, Notre besoin de Rimbaud, je vous ai dit, le grand poète. Bonnefoy. Bonnefoy. Il écrit des interprétations fabuleuses. Il explique que comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Il explique que c'est qu'il est plus guidé par Victor Hugo, par les grandes vedettes, par les phares dont parle Baudelaire. Et puis on peut aussi dire que comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Les haleurs. Déjà, en France, au jour d'aujourd'hui, ils sont même à l'heure. C'est quoi à l'heure ? À l'heure. C'est quand on est allé, non ? Pas du tout. Non, non mais j'ai compris. Mais peut-être que tu vois. Et le seul vers simple, c'est j'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades. Parce que c'est concret. Quand on va chez le poissonnier, on demande des dorades. Oui, moi, je me mets face à Rimbaud avec quelqu'un qui comprend rien. Ouais. Mais est-ce que c'est le côté aussi un peu prof, comme les bons profs qu'on avait eus, qui hameçonnent le lecteur. Alceste et le portable, vous êtes dans le misanthrope, et puis vous arrêtez, espèce de couillon, accepte le portable. Parce que j'ai toujours travaillé avec des équivalences. Parce que quand je leur disais des textes de Céline, je revenais à l'explication, non pas de texte, mais je leur donnais des équivalences pour qu'ils rentrent dans la phrase immensément parfaite, mais qui quand même fait appel à ce qu'il y a de supérieur dans la nature humaine. Il y a d'autres auteurs que vous allez lire. Maintenant, vous m'aviez parlé de Maître Eckhart. Oui, mais là c'est très pointu. Ce sera dans les églises. Maître Eckhart, Saint-Augustin, Sioran m'obsède beaucoup, mais c'est compliqué de faire un spectacle sur Sioran parce que c'est tellement désespéré. Nietzsche n'a pas abandonné l'idée, mais ce sera pas un spectacle comme celui que je joue qui rencontre un gros succès. Pour terminer, Fabrice Lucchini, est-ce que vous pensez que ce goût des textes lus, des textes anciens, de l'ancien monde, on peut dire, parce que Rimbaud, c'est aussi malheureusement l'ancien monde. Pourtant, il a dit qu'il faut être résolument moderne. Eh ben exactement. Mais vous le disiez vous-même, les haleurs, on ne sait plus ce que c'est. Est-ce que vous pensez que les Français auront encore cet appétit pour la littérature ? Vous disiez que c'était identitaire tout à l'heure, dans le bon sens du terme. Ou est-ce que vous ne pensez pas que ce que vous faites, que ce qu'on a fait là, pendant 1 heure, finalement, c'était une forme de, là je vous cite, une forme de réunion secrète, quelque chose entre les premiers chrétiens des catacombes et les défenseurs acharnés de la conversation, du détour, d'une forme d'esprit. Est-ce que vous pensez pas que tout ça va disparaître ? On est totalement minoritaire. On est des pauvres résistants minoritaires.
comment il s'appelle, Lopez, il fait 8 millions de gens en amenant des acteurs avec les yeux fermés chez des gens, des Africains papous, et tout le monde est fou de bonheur, et ils ont peut-être raison, c'est peut-être mieux que de lire Rimbaud. Rimbaud, Céline, c'est plus que pour une petite minorité, Fabrice Lucchini. Nous ne sommes pas majoritaires. Ça va disparaître? Regardez le travail de la télévision, regardez le travail de la glisse, regardez les fêtes, regardez les festifs, regardez le monde dans lequel il va. Personne s'intéresse à ces choses-là. C'est un dernier réflexe de civilisation que des gens viennent quand même écouter. Mais ça rend pas heureux, ils ont pas tort. Ils ont peut-être bien raison de rentrer tranquille, se faire un bon 20 heures. Alors, il y a une bourgeoisie, il y a des gens, pas que bourgeois, il y a des gens, mais ça n'a aucune... Le public veut des choses. Mais Rimbaud, mais Céline, vous le disiez, c'est ultra contemporain. Non, mais non, c'est pas fait. C'est pas fait pour... Les gens, ils sont fatigués, ils ont pas envie d'écouter tout ça. Et pourtant, vous continuez. Oui. Merci. Fabrice Lucchini. On recommande chaudement la lecture de votre livre, Comédie française. C'est chez Flammarion, c'est gorgé de littérature. On est en bonne compagnie avec vous, votre vie, les écrivains qui vous rendent, vous le dites, inébranlable. On l'a vu. C'est absolument... Enfin, vous êtes un peu ébranlé quand même, en disant je continue, mais c'est mort. Voilà. Je suis content parce que ça... En tout cas, nous, on pense pas. Je pense non, pas il y a comme mort. Oui, parce que vous êtes jeune et optimiste. Mais on est... Regarde, moi, je fais 700 personnes par jour. Combien fait un match de foot? Voilà. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la masse qui compte? En tout cas, on va écouter, je sais pas si elle est écoutée aujourd'hui, mais en tout cas, on va la passer. C'était votre dernier choix musical, Kalsoum, la chanteuse égyptienne, la grande diva. On a choisi, pardonnez-moi la prononciation, Finur Mouhayak Al-Hana. Ça veut dire je t'aimerai pour toujours. Voilà, pourquoi? Je dis ça, mais j'y connais rien en égyptien. Parce que c'est une reine, et puis que... certaines parties de l'islam interdisent la musique. Tu sais, les salafistes pensent que la musique désoriente les gens. Donc vous nous réorientez? Non, moi, je ne sais pas. En tout cas, Kaltoum, on est au-delà de la forme. Elle est prise par une nécessité qui nous dépasse. Tu la verrais, toi, à la Nouvelle Star? Elle fera un tabac, je suis sûr. Moi, je pense pas que ça soit mort. Et vous en êtes la preuve. Merci Fabrice Lucchini. C'est moi qui vous remercie.